En 1934, Ella Maillart est en Chine, en reportage, et à Harbin, elle rencontre Peter Fleming. Peter Fleming, c'est un écrivain fameux, c'est le correspondant du Times en Chine. Elle sympathise et il décide de faire un voyage réputé impossible de Harbin jusqu'au Cachemire britannique. Et bien au-delà des difficultés qu'Ella Maillart a rencontrées dans son voyage en 1930 au Caucase, en 1932 en Kirghizie, ce voyage-là, il est réputé impossible. Impossible pour des raisons politiques, parce qu'il y a la guerre, il y a des seigneurs de guerre dans les déserts, et pour des raisons physiques. C'est extrêmement endurant, il faut passer des cols, il faut passer sur les hauts plateaux à des températures extrêmes. Ils font le même voyage, mais le vivent très différemment. C'est intéressant de lire parallèlement le livre qu'Ella Maillart a écrit en rentrant, Oasis interdite, et le livre que Peter Fleming a publié en rentrant, Courrier de Tartarie, qui va devenir un best-seller. Le livre d'Ella Maillart, c'est un documentaire, c'est un reportage. Le livre de Peter Fleming, c'est un roman, c'est un film. Ella Maillart, elle, se plonge dans l'immensité, commence à trouver des formules qui justifient son existence sur Terre, alors que Peter Fleming commence à regarder sa montre parce que, dit Ella Maillart, qui a beaucoup d'humour, il a peur de rater l'ouverture de la chasse aux perdrix en Écosse. Tous les deux voyagent 7 mois avant d'arriver au Cachemire britannique. Avec mon ami anglais Peter Fleming, nous partons de Pékin avec l'idée de traverser toute l'Asie centrale et aller voir ce qui se passe au Turkestan chinois où il y avait une république autonome de Chinois musulmans. Et comme ça, nous sommes partis de Pékin au moment où Mao commençait sa longue marche depuis le sud. Et il s'en est fallu de 2 jours que nous nous croisions à Xianfu, la capitale du Shaanxi, avant que nous arrivions dans la grande ville de Lanzhou, sur le fleuve Jaune. Mais alors, nous partons à ce moment-là pour une grande aventure qui va de Pékin jusqu'aux Indes. Ça fait à peu près 8000 kilomètres. Et Xining est à 2500 mètres, je crois. Nous montons jusqu'à 3000, le plateau du Tsaïdam. Et alors d'ici, nous sommes partis au nord du Tibet, à 4200, 4500 mètres d'altitude, et nous sommes descendus dans le désert du Taklamakan, l'ancienne route de la soie, et en 1 mois, nous avons été de Tchetchen jusqu'à Kashgar, avant de passer 45 jours, traverser le Pamir pour arriver au Cachemire. Ce grand voyage, nous avions réussi ce coup d'éclat sans être emprisonnés sérieusement. Ella Maillart rencontre en Mandchourie un journaliste anglais de premier ordre, Peter Fleming, et qu'ensemble, aussi dur et résistant et audacieux, au-delà de toute mesure, ils se mettent ensemble. Alors tout le monde a cru, comme ils ont voyagé ensemble et dormi là, sous la même tente pendant 6 mois, ne croyez pas à l'idylle, ils se charriaient tout le temps. Mais je lui ai posé la question, moi, direct. Et elle m'a dit, oh, comment est-ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu crois qu'on peut faire derrière un chameau? Et bon, elle était... Bon, avec Peter, c'était une grande amitié parce qu'elle savait que Peter rejoignait quelqu'un dont il était très amoureux. Donc, voilà. Mais elle adorait Peter à cause de son sens de l'humour. Et elle-même avait beaucoup d'humour. Donc, c'est une relation... En plus, on sait quand on voyage comme ça qu'il ne peut rien se passer réellement de sexuel. Donc, parce qu'on n'a pas la force, on n'a pas la possibilité de se nettoyer, c'est difficile. Donc, je pense qu'elle a eu avec lui une amitié amoureuse très forte et très longue, puisqu'elle a continué à communiquer avec lui jusqu'à sa mort.
Mais c'était deux volontés qui se sont aidées pour un voyage que personne n'avait fait à l'époque et que personne ne fera pendant les dizaines d'années qui suivent. C'est-à-dire aller en Asie centrale sans passer par la route principale où les voyageurs étaient interdits. Et ce qu'ils ont vécu, c'est de survivre dans des voyages tellement difficiles, dans des conditions tellement exceptionnelles, dans des endroits tellement inconnus, que leurs chevaux ou les chameaux eux-mêmes crevaient, mais eux tenaient toujours. La grande Ella Maillard, elle apparaît dans toute sa dimension, je dirais, affective, spirituelle, ou disons spirituelle, qui englobe les animaux dans le monde qui doit nous être cher, à tel point qu'au moment où elle sent que son poney va crever, elle trouve un très beau petit endroit près d'une rivière pour lui accorder une paix et une faim dans des conditions les meilleures possibles. Et voilà, la mort de son ami, le cheval étant organisée, elle a continué à pied, là où les chevaux ne passaient plus. Ella Maillard découvre l'Afghanistan en 1937 lors d'un reportage. Elle traverse le pays avec un bus public, donc elle ne peut pas s'arrêter, elle ne peut pas découvrir les populations, et elle décide de revenir dans ce pays qui la fascine. En 1937, avec l'appui du journal parisien, je pars pour faire un reportage en Afghanistan, Iran. Je reviens en Europe en me servant des autobus locaux, très 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 bon marché. Parfois on dort au bord du fossé dans le désert. Mais on ne peut pas filmer ce qu'on veut au bord de la route. Ella Maillard prépare très très bien les voyages qu'elle entreprend et surtout elle rencontre des gens qui connaissent l'Afghanistan, notamment des archéologues qui ont travaillé, des orientalistes, le directeur du musée Guimet. Elle achète des livres, elle lit beaucoup. Lors de cette préparation, elle fait la connaissance d'Anne-Marie Schwarzenbach. Alors, il y a une conjonction de deux vie légendaire, celle d'Anne-Marie Schwarzenbach et celle de Ella Maillard. Et de cela est né à la fois, sont nés des livres, et une sorte de vision du monde, et une sorte de mode à la fin du XXe siècle, qui en ont fait littéralement des personnages de romans. Anne-Marie Schwarzenbach est écrivain, brillante journaliste zurichoise, excellente connaisseur de l'Orient, et elle a un atout formidable, elle possède une puissante Ford décapotable qui va leur permettre d'entreprendre le voyage. Elle avait cette règle aussi très très stricte dans les grands voyages qu'elle a fait, en particulier avec Anne-Marie Schwarzenbach, c'est qu'elle n'était pas d'accord de se mettre en voyage avec quiconque n'obéissait pas à une règle d'or. Et cette règle d'or, c'est, que croyez-vous? Un repas chaud par jour. Si son compagnon ou sa compagne n'était pas d'accord avec ça, elle ne partait pas. On a là toute l'expérience de la voyageuse, son caractère concret. Ça montre qu'elle n'était pas dans les nuages. Au contraire, elle avait des pieds extraordinairement solidement posés à terre. Et elle savait qu'on ne vit pas une vie normale, même spirituelle, si on ne mange pas au moins un repas chaud par jour. En mai 1939, elle quitte la Suisse, elle traverse la Yougoslavie, elle traverse la Turquie, ensuite l'Iran, elles arrivent en Afghanistan et elles traversent l'Afghanistan par une route qui passe au nord. Une route très difficile mais beaucoup moins surveillée. Et leur but est de découvrir une vallée assez retirée, assez peu connue, qui s'appelle le Kafiristan. En 1939, j'ai la joie de faire la connaissance d'une jeune zurichoise, très intelligente et très douée, qui a une voiture et qui voulait faire connaissance avec l'Afghanistan. Et nous repartons au mois d'avril 1939 par la même route, Istanbul, Tabriz, Téhéran, sur Kaboul.
Nous sommes sur la route nord qui va de Herat à Mazar-i-Sharif au Turkestan afghan, une route encore aujourd'hui extrêmement en très mauvais état. Et là, nous rencontrons des nomades qui vivent sous la tente, dans le grand vent du nord de l'Afghanistan. Et voici une autre forme de nomade, de maison de nomade, la yourte, utilisée par les Kirghizes et les Turkmènes. Enfin de l'eau, la rivière Mourgab qui se jette au Turkestan russe. Et là, un jour, nous rencontrons des nomades d'un autre genre, des bohémiens, parents de nos bohémiens d'ici. Ils sont parfois forgerons, ils dressent des singes et des ours. Nous arrivons à Balkh, la mosquée verte de Balkh du XVIe siècle, qui est très belle, avec une coupole turquoise splendide, en très mauvais état. Et dans le voisinage de Balkh se trouvent les ruines de la célèbre ville de Bactre, qu'on appelle la mère des cités, qui était la grande capitale de l'Asie centrale il y a 2000 ans. Nous remontons le Daré Shikari, nous arrivons à Bamiyan, lieu célèbre dans toute l'Asie au début de notre ère. Bamiyan à 2500 mètres d'altitude, où nous retrouvons les archéologues français Joseph Aquin et sa femme. Nous allons passer 2 semaines à Bamiyan à visiter les grottes célèbres, les grands Bouddhas de 35 mètres et 53 mètres de hauteur. Avec les Aquins, nous visitons le célèbre Bandi Amir, le barrage du roi qui étincelle d'une couleur gentiane foncée dans les falaises roses et violettes d'un barrage naturel. Il y a 5 lacs successifs. Et là, au bord du lac, une petite mosquée dédiée à Ali, le gendre du prophète, qui est un lieu de pèlerinage où viennent les gens malades qui veulent se tremper dans le lac, être guéris miraculeusement. Nous campons au pied de Charizoak, une forteresse magnifique qui a été détruite par Gengis Khan en 1222. Dans cette partie de l'Afghanistan, les habitants s'appellent des Hazaras. Ils sont d'origine mongole, dit-on. Ils vivent à 3000 mètres d'altitude dans le grand vent et le froid en hiver. Nous descendons des hauteurs de Bamiyan par la vallée de Gorband et nous dirigeons vers Kaboul. Avant d'arriver à Kaboul, nous nous arrêtons au lieu de fouille, à Begram, au nord de Charikar. Et à ce moment-là, nous sommes près du Nouristan, la région la plus sauvage de l'Afghanistan. Et nous pique-niquons au bord de la rivière. C'est le mois de septembre 1939. La guerre a été déclarée et nous sommes tous dans un état de profonde tristesse. Elles arrivent à Kaboul. Et à Kaboul, malheureusement, Anne-Marie Schwarzenbach est reprise par ses démons, notamment la drogue. Elle tombe malade, elle reste à Kaboul. Elle n'admettait pas qu'une femme de la valeur d'Anne-Marie Schwarzenbach, à côté de tout le charme et de la séduction qu'elle peut exercer, qu'elle cède à quelque chose qui manifestement allait lui faire un mal épouvantable, ce qui était vrai. Et alors elle était persuadée que si elle voyageait avec elle, elle arriverait à l'en sortir. Elle a cru à son traitement. Et les choses ont basculé quand, tout à coup, au Moyen-Orient, elle s'est aperçue qu'elle fuyait l'endroit où elle passait la nuit pour aller se droguer ailleurs. Alors ça, pour elle, c'est comme si la foudre lui était tombée dessus. Elle a dit c'est raté. Le voyage avec Anne-Marie Schwarzenbach, c'était un espèce de deal. Anne-Marie Schwarzenbach avait la voiture idéale pour faire ce voyage. Et elle était en peine parce qu'elle était droguée et qu'il fallait qu'elle s'arrête. Et donc, Ella a pris à cœur de vouloir essayer de faire arrêter cette femme de se droguer. Et puis, elles ont fait ce voyage, mais elle n'y est pas arrivée. Et pour elle, ça a été un grand échec.